Je m'appelle Élise, j'ai 69 ans, et le jour où le testament de mon mari a été lu, mes fils se sont partagés 40 millions d'euros entre eux, comme s'il s'agissait d'une partie de cartes. Antoine a obtenu les entreprises de BTP. Mathieu a hérité de la chaîne de restaurants, des domaines, des appartements de luxe, des voitures de sport, de tout. Absolument tout. Et moi, après 45 ans de mariage dévoué, après avoir sacrifié toute ma vie pour cette famille, j'ai reçu une enveloppe poussiéreuse qui ressemblait à un déchet. Ma belle-fille Sophie m'a ri au nez en disant « Au moins, vous pourrez y ranger des recettes de cuisine, belle maman. » Antoine n'a même pas daigné me regarder. Mathieu a soupiré comme si ma simple existence était un fardeau. Humilié et anéanti, j'ai quitté ce bureau avec le sentiment que ma vie ne valait rien. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce soir-là, en ouvrant cette enveloppe méprisée dans la solitude de ma maison, je trouverais quelque chose qui changerait tout à jamais. Gérard était mort il y a à peine une semaine. Un cancer du pancréas l'avait emporté en 6 mois cruels et douloureux. Pendant 45 ans, il avait été mon partenaire, mon refuge, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, travaillant jour et nuit. J'étais toujours à ses côtés. Quand il restait éveillé jusqu'à l'aube pour examiner des chiffres, je lui apportais du café et restais éveillé à l'attendre. Quand il devait voyager pour affaires pendant des semaines, je gérais seule la maison et élevais nos 2 fils sans jamais me plaindre. Quand les banques ne voulaient pas lui prêter d'argent pour développer l'entreprise, j'ai vendu les bijoux que ma mère m'avait offerts pour l'aider à obtenir le capital dont il avait besoin. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je ne me suis jamais attribué de mérite. J'aimais simplement mon mari, et je croyais qu'il prendrait soin de moi, le moment venu. Comme je me trompais. La lecture du testament a eu lieu au cabinet de Maître Leblanc, l'avocate de la famille. Je suis arrivée en avance, portant ma plus belle robe lavande, celle que Gérard m'avait offerte pour notre dernier anniversaire. Je pensais que ce serait une formalité. Après un demi-siècle ensemble, il était logique que mon mari m'ait laissé protéger. Mes fils pouvaient hériter des entreprises, mais je devais avoir de quoi vivre dignement. Maître Leblanc a commencé à lire d'une voix froide et professionnelle. « À mon fils Antoine, je lègue les entreprises de construction, évaluées à 15 millions d'euros. » Antoine a souri comme un enfant le matin de Noël. « À mon fils Mathieu, je lègue la chaîne de restaurants qui génère 10 millions d'euros par an. » Mathieu s'est installé confortablement dans son fauteuil, avec satisfaction. Les domaines sur la côte, les appartements en centre-ville, les voitures de luxe, les comptes principaux. Tout était divisé entre eux comme un butin de guerre. 40 millions d'euros étaient répartis équitablement, pendant que j'étais assise là, invisible, attendant d'entendre mon nom. Quand Maître Leblanc a fini de lire la liste interminable de propriétés dont mes fils héritaient, elle a marqué une pause. Elle a regardé des papiers et a dit « Pour Madame Élise Renaud ». Mon cœur s'est accéléré. Enfin, j'allais entendre ce que l'amour de ma vie m'avait laissé. Maître Leblanc a poursuivi « Je lui lègue cette enveloppe personnelle ». Et elle m'a tendu une enveloppe jaunâtre et poussiéreuse qui semblait avoir été stockée pendant des années dans un tiroir oublié. Je l'ai prise avec des mains tremblantes, pendant que mes fils échangèrent des regards satisfaits. Sophie, ma belle-fille, n'a pu retenir son rire. « Au moins, vous pourrez y ranger des recettes, belle maman. » Antoine n'a même pas levé les yeux des documents qu'il examinait. Mathieu a soupiré comme si ma présence était une nuisance à tolérer. L'enveloppe ne pesait presque rien dans mes mains. Elle semblait vide. Elle ressemblait à une moquerie. Maître Leblanc a fermé le dossier du testament et s'est tourné vers mes fils pour leur expliquer les procédures légales qu'ils devaient m'assuivre pour prendre possession de leur héritage. Il parlait de virements, d'actes de propriété et de société. Comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un fantôme, assis dans ce fauteuil en cuir. Je me suis levée lentement, j'ai mis l'enveloppe dans mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. Personne ne m'a dit au revoir. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne m'a proposé de me ramener à la maison. J'ai quitté ce bureau le cœur brisé.
sentant que 45 ans d'amour et de sacrifice avaient été réduits à une enveloppe poussiéreuse qui contenait probablement une lettre sentimentale, sans valeur réelle. J'ai marché dans les rues de la ville, où j'avais vécu toute ma vie d'adulte, où j'avais construit une famille qui me traitait maintenant comme un déchet, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais une enfant abandonnée. Cette nuit-là, assise dans le salon de ma maison vide, le silence pesant comme une pierre tombale sur mes épaules, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe. Mes mains tremblaient en brisant le sceau jauni. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier pliée. Je l'ai dépliée lentement et j'ai lu les mots écrits de la main inimitable de Gérard. L'écriture de Gérard était reconnaissable entre toutes. Cette calligraphie élégante que j'avais vue dans des milliers de lettres d'amour pendant nos fiançailles, sur les cartes d'anniversaire, sur les notes qu'il me laissait dans la cuisine, avant de partir travailler. Mais cette fois, les mots que j'ai lus m'ont coupé le souffle. Pour la femme qui m'a toujours vraiment aimée. Numéro de compte bancaire 8CHE. Banque internationale suisse, Genève. Et en dessous, une ligne qui m'a fait frissonner. Ce que tu trouveras ici n'est qu'un début. Il ne méritait pas de connaître la vérité, mais toi, si. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Un compte en banque en Suisse. De quoi parlait Gérard? Pendant 45 ans de mariage, il m'avait tout dit sur ses affaires. Du moins, c'est ce que je pensais. Quel secret avait-il gardé? Quelle vérité mes fils ne méritaient-ils pas de connaître? Je suis restée éveillée toute la nuit, me tournant et me retournant dans mon lit, cette feuille de papier serrée contre ma poitrine. Le lendemain, j'ai appelé la banque. Mon français hésitant a été accueilli par une opératrice qui parlait parfaitement. Je lui ai donné le numéro de compte, mes informations personnelles, et après une attente qui m'a semblé une éternité, j'ai entendu les mots qui ont changé ma vie pour toujours. Madame Renaud, le solde actuel de votre compte est de 120 millions de dollars américains. 120 millions. Le téléphone m'a glissé des mains et est tombé sur le sol. 120 millions de dollars. Plus de 3 fois ce que mes fils avaient hérité combiné. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, tremblante, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Gérard m'avait laissé une fortune secrète. Une fortune dont personne ne connaissait l'existence. Une fortune qui faisait passer les 40 millions du testament officiel pour de l'argent de poche. Mais ce n'était pas tout. L'opératrice a continué. Madame, nous avons également des instructions pour vous envoyer par coursier un coffre-fort que votre mari a déposé ici, il y a 2 ans. Nous pouvons programmer la livraison. Un coffre-fort? Qu'est-ce que Gérard avait caché d'autre? Quels autres secrets m'attendaient? J'ai accepté la livraison pour le lendemain et j'ai raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Mon esprit était un tourbillon de questions. Comment Gérard avait-il acquis autant d'argent sans que je le sache? Pourquoi l'avait-il gardé secret? Pourquoi avait-il décidé de ne le laisser qu'à moi? Et la question qui me tourmentait le plus, quelle était cette vérité que mes fils ne méritaient pas de connaître? Le coursier est arrivé le lendemain à 10 heures précises. C'était un petit coffre lourd mais compact, avec une combinaison qui était dans une enveloppe scellée. Les chiffres étaient notre date de mariage, le 15 juin 1980. Typique de Gérard, toujours si romantique, même dans ses secrets les plus sombres. J'ai fermé les rideaux du salon, débranché le téléphone, et je me suis assise devant le coffre, le cœur battant, à tout rompre. J'ai composé la combinaison, et j'ai entendu le clic du mécanisme qui s'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies, des lettres, et une épaisse enveloppe avec mon nom écrit en grosses lettres. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, et j'ai commencé à lire la lettre la plus choquante de ma vie. « Ma très chère Élise », commençait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que je suis décédée et que nos fils ont montré leur vrai visage lors de la lecture du testament. Je sais qu'ils t'ont humilié. Je sais qu'ils t'ont traité comme un déchet. Je sais qu'ils ont ri de toi quand ils t'ont donné cette enveloppe poussiéreuse. Mais j'avais besoin que cela se passe ainsi. J'avais besoin qu'ils montrent qui ils sont vraiment
avant que tu ne connaisses la vérité. Au cours des 2 dernières années de ma vie, j'ai découvert des choses sur Antoine et Mathieu qui m'ont brisé le cœur. Des choses que tu ignores. Des choses qui m'ont forcé à prendre des décisions difficiles. Les 120 millions que tu as trouvés sur le compte suisse ne sont qu'une partie de ma fortune réelle. Il y a plus. Beaucoup plus. Mais avant que tu ne saches tout, tu dois connaître la vérité sur nos fils. Mon monde a vacillé. Quelle vérité? Qu'avait découvert Gérard? J'ai continué à lire, l'âme en suspens. Antoine n'est pas l'homme d'affaires prospère qu'il prétend être. Depuis 3 ans, il détourne de l'argent de mon entreprise pour couvrir ses dettes de jeu. Il doit plus de 2,5 millions d'euros à des usuriers qui ne sont pas vraiment compréhensifs. Sophie ne le sait pas, mais il a hypothéqué leur maison 2 fois et est sur le point de la perdre. Les documents prouvant tout cela sont dans ce coffre. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mon fils aîné, qui avait toujours été ma fierté, était un joueur compulsif qui avait volé l'entreprise familiale. Mais la lettre continuait, et ce que j'ai lu sur Mathieu était encore pire. Mathieu a une dépendance à la cocaïne qu'il cache depuis 5 ans. Il a secrètement vendu 3 propriétés que je lui avais données pour financer son addiction. Mais le plus grave, c'est qu'il est impliqué avec des trafiquants de drogue qui le font chanter. Ils ont menacé de le tuer s'il ne leur payait pas 500 000 € d'ici la fin de l'année. Les documents de ses dettes et les photographies prouvant sa dépendance sont également dans ce coffre. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas réalisé que mes fils détruisaient leur vie? La lettre de Gérard continuait, révélant des secrets de plus en plus sombres. Mais ce qui me fait le plus mal, mon amour, c'est ce qu'ils avaient prévu de faire de toi. Je les ai entendus parler un soir dans mon bureau. Ils pensaient que j'étais endormie à cause des médicaments, mais j'ai entendu chaque mot. Antoine a dit à Mathieu qu'à ma mort, il devait se débarrasser de toi le plus vite possible. Sophie a suggéré qu'il te déclare mentalement inapte et te fasse t'interner dans une maison de retraite. Mathieu a dit qu'il serait facile d'obtenir un médecin pour signer les papiers nécessaires. Il voulait te prendre ta part de l'héritage et t'enfermer quelque part où tu ne serais pas un inconvénient pour leur plan. Le papier est devenu humide de mes larmes. Mes propres fils, ma propre chair et mon propre sang. Ils avaient prévu de m'enfermer comme un animal malade pour me voler mon argent. « C'est pourquoi j'ai pris la décision de te protéger, » continuait Gérard. « C'est pourquoi j'ai déplacé la majeure partie de ma fortune sur des comptes auxquels seul toi peux accéder. C'est pourquoi je leur ai laissé les miettes du testament officiel, pendant que tu as accès au véritable héritage. Les 120 millions ne sont que le début, mon amour. Il y a des propriétés en Europe, des investissements en Asie, des comptes dans des paradis fiscaux. Au total, plus de 250 millions d'euros qui sont maintenant à toi. Mais je te laisse aussi quelque chose de plus précieux. La vérité. Et avec cette vérité, le pouvoir de décider quoi faire de nos fils. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la lettre. 250 millions d'euros. Une fortune qui faisait paraître l'héritage officiel de mes fils comme de la monnaie de singe. La lettre se terminait par une phrase qui s'est gravée dans mon âme. « C'est à toi de décider si tu utilises ces informations pour te protéger ou pour leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je ne peux plus prendre soin de toi, mais je t'ai donné les armes pour prendre soin de toi-même. Avec tout mon amour éternel, Gérard. » J'ai posé la lettre sur la table et j'ai regardé le contenu du coffre. Il y avait des photographies de Mathieu consommant de la drogue, des documents bancaires montrant les dettes d'Antoine, des contrats signés avec des usuriers dangereux, des enregistrements audio sur de petits appareils que je n'osais pas encore écouter. Mon mari avait été un détective privé durant ces dernières années, documentant méticuleusement la corruption de nos propres fils. Et maintenant, ces informations explosives étaient entre mes mains. Je suis restée assise dans cette pièce pendant des heures, entourée de photographies qui détruisèrent l'image que j'avais de mes enfants. Mathieu avec les yeux vitreux, sniffant de la cocaïne dans les toilettes d'une boîte de nuit. Antoine signant des documents avec des hommes en costume sombre
qui n'étaient clairement pas des banquiers légitimes. Des reçus de casino pour des milliers d'euros. Des tickets de prêteurs sur gage pour des objets que je pensais qu'ils possédaient encore. Mon monde parfait, ma famille exemplaire, s'effondrait sous mes yeux comme un château de cartes. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'étaient là pas les addictions ou les dettes. C'était le plan qu'ils avaient élaboré pour se débarrasser de moi. Dans l'un des enregistrements que j'ai finalement osé écouter, j'ai entendu la voix de Sophie dire « Une fois qu'elle sera internée, nous pourrons vendre la maison familiale et partager l'argent. C'est une vieille femme. Elle ne s'apercevra de rien. » Et la réponse d'Antoine ? Maman a toujours été si naïve. Ce sera facile de la convaincre que c'est pour son bien. Les jours suivants, je me suis consacrée à enquêter sur chaque document que Gérard avait laissé dans ce coffre. Il avait engagé des détectives privés pour suivre nos fils. Il avait enregistré des conversations téléphoniques. Il avait photographié des réunions secrètes. Mon mari avait constitué un dossier complet sur les mensonges et les trahisons d'Antoine et Mathieu. Et parmi tous ces papiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un contrat signé entre mes fils et une société de soins gériatriques spécialisée. Ils avaient déjà payé l'acompte pour m'interner dans un endroit appelé la Chênaie Paisible, une maison de retraite privée à 3 heures de la ville. Le contrat était daté de 2 semaines avant la mort de Gérard. Ils avaient prévu de m'enfermer avant même que leur père ne meure. Ils avaient prévu de me dépouiller pendant que je le pleurais à ses funérailles. Le téléphone a sonné un matin alors que j'examinais des documents bancaires. C'était Antoine, utilisant cette fausse voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Maman, nous devons parler. Sophie et moi sommes inquiets pour toi. Tu as été très silencieuse depuis les funérailles. » Inquiet ? Quelle ironie ! Je lui ai dit que j'allais bien, que j'avais juste besoin de temps pour surmonter la perte. Mais il a insisté. « Ce n'est pas bon pour toi d'être seule dans cette grande maison. Nous avons pensé à des options pour te rendre plus à l'aise. » Voilà. Le plan commençait à se dérouler. « Quel genre d'options ?» ai-je demandé, feignant l'innocence. « Eh bien, il y a des endroits très agréables où tu peux avoir de la compagnie, des activités, des soins médicaux 24 heures sur 24, des endroits où tu n'as à te soucier de rien. Des endroits comme la Chênaie Paisible, ai-je pensé, sentant la rage commencer à monter en moi. Le même après-midi, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Mathieu. « Maman, Antoine m'a dit que vous aviez parlé ce matin. Je pense que c'est une excellente idée que tu envisages de déménager dans un endroit plus adapté à ton âge. » Sa voix semblait nerveuse, comme s'il lisait un script. « De plus, a-t-il continué, nous devons parler de finances. Papa t'a laissé la maison, mais l'entretien est très coûteux. Les impôts, les charges, les réparations. Il vaudrait mieux vendre pour que tu puisses vivre quelque part sans ces soucis. Vendre la maison, bien sûr, faisait partie du plan. Se débarrasser de moi et prendre tout ce qu'il pouvait. Je ne suis pas pressée de prendre des décisions, ai-je répondu. Nous venons d'enterrer votre père. Mais maman, a-t-il insisté, plus tu attends, plus ce sera difficile. À ton âge, les changements sont compliqués. Il vaut mieux agir vite. À mon âge, comme si j'étais une vieille femme sénile, incapable de prendre soin d'elle-même. Les jours suivants, les appels se sont intensifiés. Antoine, Mathieu et Sophie se relayaient pour me mettre la pression. Ils se présentaient chez moi à l'improviste, toujours avec des brochures de résidence pour seniors et des arguments sur ma sécurité et mon bien-être. « Regarde cet endroit, maman », disait Sophie, me montrant des photos de jardins et de salles d'activité. Ils ont de la kinésithérapie, des cours de peinture, des excursions. Tu serais si heureuse ici. Mais j'avais fait des recherches sur cet endroit. C'était une cage dorée où les familles déposaient les aînés gênants et les oubliaient pour toujours. Les avis en ligne parlaient cas de négligence médicale, de nourriture infecte et de personnel abusif. Un endroit parfait pour que quelqu'un disparaisse lentement du monde. Un après-midi, tout en feignant de considérer leurs suggestions, j'ai décidé de les tester. « Vous avez raison », leur ai-je dit lors d'un dîner de famille forcé.
Il est peut-être temps de faire quelques changements. Mais d'abord, j'aimerais que vous m'aidiez avec quelque chose. » Leurs yeux se sont illuminés, pensant que j'avais cédé. « Bien sûr, maman. Tout ce dont tu as besoin, » a dit Antoine avec un faux sourire. « Je veux examiner tous les documents de l'entreprise de votre père. Je veux comprendre exactement ce que vous avez hérité et comment l'entreprise fonctionne. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine et Mathieu ont échangé des regards nerveux. « Ne t'inquiète pas pour ça, maman, » a dit Mathieu rapidement. « Nous nous occupons de tout. Tu n'as pas à t'embêter avec de la paperasse. »« Mais j'insiste, » ai-je continué. « Après 45 ans à construire cet empire avec votre père, j'ai le droit de savoir ce qu'il va en advenir. » Sophie est intervenue avec ce sourire condescendant que je déteste tant. « Belle maman, ces choses sont très compliquées. Des chiffres, des impôts, des contrats. Il vaut mieux laisser les hommes s'en occuper pendant que vous vous reposez dans votre nouvelle maison. » Les hommes ? Comme si j'étais une enfant incapable de comprendre des mathématiques de base. « De plus, » a ajouté Antoine, « nous avons déjà pris des décisions importantes. Nous avons vendu l'un des domaines pour payer les dettes de l'entreprise. » « Vendu un domaine ? Quelle dette ? » Gérard était mort depuis à peine un mois, et il liquidait déjà des propriétés. « Quel genre de dette ? » ai-je demandé. « Des choses ennuyeuses, maman. Des impôts, des fournisseurs, des salaires. Ne t'en fais pas. » Mais je connaissais la vérité. Je savais qu'Antoine avait utilisé cet argent pour payer ses usuriers. Je savais qu'il pillait là l'héritage pour couvrir leurs vices. Cette nuit-là, seule dans ma maison, j'ai pris une décision. Je n'allais pas être la victime silencieuse qu'ils attendaient. Je n'allais pas les laisser m'enfermer dans une maison de retraite pendant qu'ils volaient tout ce que Gérard et moi avions construit ensemble. J'avais 250 millions d'euros. J'avais la preuve de leur crime et j'avais quelque chose qu'ils avaient sous-estimé. 45 ans d'expérience en tant qu'épouse d'un brillant homme d'affaires. J'avais appris plus qu'ils ne le pensaient. J'avais absorbé plus de connaissances qu'ils ne l'imaginaient. Et il était maintenant temps de tout utiliser à mon avantage. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la banque suisse. Il était temps de commencer à déplacer mes pièces dans ce jeu d'échecs mortel que mes propres fils avaient fait commencer. Le lendemain, alors que je prenais mon petit déjeuner, la sonnette a retenti. C'était un homme plus âgé, élégamment vêtu, qui s'est présenté comme maître du bois. Un avocat. « Madame Renaud, je suis ici au nom de votre défunt mari. J'ai des instructions spécifiques à exécuter. » Gérard avait engagé des avocats indépendants, différents de Maître Leblanc, pour gérer ses affaires secrètes. Maître Dubois m'a remis un épais dossier, rempli de documents juridiques. Votre mari m'a demandé de vous remettre ceci exactement 1 mois après sa mort. Ce sont des pouvoirs légaux, des contrats et des autorisations qui vous permettront de prendre le contrôle total de toutes ces entreprises, si vous le souhaitez. Le contrôle total. Gérard ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé les clés du royaume. « Vos fils ne savent pas que ces documents existent, » a continué Maître Dubois. « Selon les instructions de votre mari, vous avez le pouvoir de révoquer leurs héritages si vous estimez qu'ils ne respectent pas les normes éthiques de la famille. » Maître Dubois s'est assis dans mon salon et a commencé à expliquer des documents qui semblaient sortir d'un film d'espionnage. Votre mari était très méticuleux, Madame Renaud. Ces contrats vous accordent 51% des parts de toutes les entreprises familiales. Sur le papier, vos fils ont hérité du contrôle, mais légalement, vous êtes l'actionnaire majoritaire. Ma tête tournait alors que j'essayais de traiter l'information. Comment est-ce possible ? Le testament que Maître Leblanc a lu ? Ce testament, a interrompu Maître Dubois, ne couvrait que les actifs visibles. Votre mari a créé une structure d'entreprise complexe, où les sociétés sont sous l'égide d'une holding familiale. Et vous, Madame Renaud, êtes la propriétaire de cette holding. Gérard avait joué aux échecs alors que nous pensions tous qu'il jouait aux dames. Il avait construit un piège juridique parfait, déguisé en héritage généreux pour ses fils. Mais il y a plus, a continué Maître Dubois.
ouvrant un autre dossier. « Votre mari m'a également chargé d'enquêter sur les activités de vos fils au cours des 3 dernières années. Ce que nous avons découvert est suffisant pour annuler complètement leurs héritages et, dans certains cas, pour engager des poursuites pénales. Il m'a montré des photographies que j'avais déjà vues dans le coffre, mais aussi de nouveaux documents, des virements bancaires irréguliers, des contrats frauduleux, de fausses factures. Antoine détourne des fonds de l'entreprise de construction pour payer des dettes de jeu. Au total, il a volé près de 3 millions d'euros. Mathieu a utilisé des véhicules de l'entreprise pour transporter de la drogue, transformant les restaurants familiaux en centres de blanchiment d'argent. Chaque révélation était comme un coup de marteau sur ma poitrine. Comment avais-je élevé 2 criminels sans m'en rendre compte? Maître Dubois a sorti un enregistreur audio et l'a fait jouer. J'ai immédiatement reconnu les voix de mes fils. « Quand la vieille sera enfermée, » disait Antoine, « nous pourrons tout liquider et quitter le pays. Avec 50 millions chacun, nous pourrons recommencer en Europe. » La voix de Mathieu a répondu « Ouais, mais il faut agir vite. Le cartel me met la pression pour l'argent que je dois. Si je ne les paie pas bientôt, ils vont commencer à tuer des gens. »« Ne t'inquiète pas, » a continué Antoine. « Dans 2 semaines, maman sera internée et nous aurons accès à tous les comptes. Maître Leblanc a déjà préparé les documents d'incapacité mentale. » Mon sang s'est glacé. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de fuir le pays après avoir détruit tout ce que Gérard avait construit. Votre mari a enregistré cette conversation 3 semaines avant de mourir, a expliqué Maître Dubois. C'est pourquoi il a accéléré toutes les préparations légales. Il savait qu'il avait peu de temps pour vous protéger. Il m'a tendu un nouveau téléphone portable. Cet appareil est directement connecté à mon cabinet et à la police. Si vous vous sentez menacé à un moment quelconque, appuyez sur le bouton rouge et l'aide sera en route. La réalité de ma situation a commencé à s'imposer. Je n'avais pas seulement affaire à des enfants ingrats. J'avais affaire à des criminels désespérés qui voyaient ma mort ou ma disparition comme la solution à tous leurs problèmes. « Que me recommandez-vous de faire ?» lui ai-je demandé. Maître Dubois a souri, une expression qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre mari m'a demandé de vous dire ceci mot pour mot. Élise, tu es plus forte et plus intelligente qu'il ne le pense. Il est temps qu'ils découvrent à qui ils ont affaire. » Cette nuit-là, après le départ de Maître Dubois, je me suis assise devant le miroir de ma coiffeuse et je me suis vraiment regardée pour la première fois depuis des mois. J'ai vu une femme de 69 ans, avec des cheveux gris que j'avais laissés pousser naturellement, avec des rides qui racontaient ça l'histoire de 4 décennies de sourires et de larmes. Mais j'ai aussi vu quelque chose que j'avais oublié exister, la férocité. Pendant toutes ces années, à être l'épouse parfaite, la mère dévouée, j'avais enterré la combattante que j'avais été dans ma jeunesse. La femme qui avait vendu ses bijoux pour aider Gérard à construire son empire. La femme qui avait travaillé doublement quand l'argent manquait. La femme qui s'était battue contre les banques, les fournisseurs et les concurrents pour protéger sa famille. Cette femme était toujours là, endormie, mais pas morte, et il était temps de la réveiller. Le lendemain, j'ai commencé ma contre-attaque. D'abord, j'ai appelé la banque et j'ai transféré 10 millions d'euros sur un compte local. J'avais besoin de liquidités immédiates pour ce que j'avais prévu. Ensuite, j'ai engagé une société de sécurité privée pour surveiller ma maison 24 heures sur 24. Si mes fils prévoyaient d'accélérer mon internement, ils allaient rencontrer plus de résistance qu'ils ne s'y attendaient. J'ai également engagé un expert comptable pour auditer toutes les entreprises familiales. Je voulais une documentation officielle de chaque centime qu'ils avaient fait voler. Enfin, j'ai rendu visite à 3 avocats pénalistes différents et je leur ai donné des copies de toutes les preuves que j'avais contre Antoine et Mathieu. Je voulais être préparée à tous les scénarios. Antoine s'est présenté chez moi sans prévenir le vendredi matin. Il était accompagné de Sophie et d'un homme qui s'est présenté comme le docteur Martin, un spécialiste en gériatrie. Le plan était en marche. « Maman !» a dit Antoine avec ce faux sourire qui me donnait la nausée. « Nous avons amené le docteur pour te faire un bilan de santé générale.
Nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. » Le prétendu médecin portait une mallette noire et une attitude condescendante qui faisait bouillir mon sang. « Je n'ai pas besoin de bilan de santé, » ai-je répondu fermement. « Je me sens parfaitement bien. »« Mais maman, » a insisté Sophie, « à ton âge, il est important d'avoir des contrôles réguliers. Le docteur veut juste te poser quelques questions simples. » Des questions simples comme celles utilisées pour déclarer quelqu'un mentalement inapte. « Madame Renaud, » a dit le faux docteur d'une voix mielleuse, « j'ai juste besoin d'évaluer votre état cognitif. Ce sont des procédures de routine. » Il a sorti des formulaires de sa mallette que j'ai reconnus immédiatement. C'étaient les mêmes documents que Maître Dubois m'avait montrés, ceux que Maître Leblanc avait préparés pour me déclarer inapte. « Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes aujourd'hui » a-t-il demandé. « Vendredi 13 octobre, » ai-je répondu. « Pouvez-vous me dire où vous habitez ?»« Dans la maison que j'ai construite avec mon mari il y a 30 ans, au 1247, avenue du Chêne. Vous souvenez-vous de la somme que vous avez héritée dans le testament ? C'était le piège. Si je disais que je n'avais hérité que d'une enveloppe poussiéreuse, cela confirmerait que je n'avais pas de ressources, et il serait plus facile de me déclarer inapte. Si je mentionnais les 250 millions, il penserait sain que je délirais. « Je me souviens parfaitement, » ai-je répondu, regardant directement dans les yeux d'Antoine, « que vous avez hérité de 40 millions d'euros en entreprise et propriété. Je me souviens aussi que j'ai reçu une enveloppe que vous avez considérée comme un déchet. » Le docteur a griffonné quelque chose sur ses papiers. Antoine a souri, pensant que j'étais tombée dans son piège. « Et comment vous sentez-vous par rapport à cette répartition ?» a demandé le docteur. « Je me sens, » ai-je dit lentement, « comme une femme qui comprend enfin qui sont les membres de sa famille. » Sophie et Antoine ont échangé des regards satisfaits. Ils pensaient que j'admettais la confusion ou le ressentiment, des émotions qu'ils pourraient utiliser pour justifier mon internement. Le faux docteur a fermé son dossier et a chuchoté quelque chose à Antoine. Puis, il s'est tourné vers moi. « Madame Renaud, je crois qu'il serait bénéfique pour vous de passer quelques jours en observation médicale. Nous avons un établissement très confortable où vous pourrez vous reposer pendant que nous évaluons votre état général. » Voilà, le piège final. « Non, merci, » ai-je répondu avec la voix la plus ferme que je pouvais trouver. Je me sens parfaitement capable de prendre soin de moi-même. « Mais maman, » a dit Antoine, et pour la première fois, il y avait une véritable note de menace dans sa voix. « Ce n'est pas une suggestion. Le docteur estime que vous avez besoin de soins spécialisés. »« Le docteur, » ai-je répondu en me levant lentement, « peut croire ce qu'il veut, mais c'est ma maison, et je décide qui entre et qui sort. » À ce moment, Sophie a commis l'erreur que j'attendais. Elle s'est approchée de moi avec ce sourire venimeux et a dit « Belle maman, ne soyez pas difficile. Nous savons tous que vous ne pouvez plus prendre soin de vous-même. Il est temps que vous acceptiez la réalité et que vous laissiez les adultes prendre les décisions importantes. Les adultes, comme si j'étais une enfant, comme si 45 ans de mariage et la construction d'un empire ne m'avaient rien appris de la vie. » J'ai regardé Antoine, Sophie, le faux docteur, et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. C'était un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un sourire qui aurait rendu Gérard fier. « Vous avez raison, » ai-je dit doucement. « Il est temps que les adultes prennent les décisions importantes. Et c'est exactement ce que je vais faire. » J'ai sorti mon téléphone portable, celui que Maître Dubois m'avait donné, et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. « Je veux être très clair sur ce qui se passe ici, » ai-je dit d'une voix ferme en les enregistrant. « Mon fils Antoine, ma belle-fille Sophie, et ce prétendu docteur essaient de me forcer à entrer dans un établissement contre ma volonté. » Le faux docteur est immédiatement devenu nerveux. « Madame, ce n'est qu'une évaluation médicale de routine. »« De routine ?» ai-je répondu, en gardant le téléphone pointé sur eux. « Est-il de routine de venir chez moi à l'improviste? Est-il de routine d'apporter des papiers d'internement déjà remplis ?» Antoine a essayé de m'arracher le téléphone. «
Maman, range ça. Tu agis de manière irrationnelle. Au contraire, ai-je dit en m'éloignant de lui. Je me comporte exactement comme une femme qui a découvert que sa propre famille prévoit de l'enfermer pour lui voler son héritage. L'expression d'Antoine a complètement changé. Le masque du fils inquiet est tombé. Et pour la première fois, j'ai vu son vrai visage. Froid, calculateur, dangereux. « Nous ne savons pas de quoi vous parlez », a dit Sophie. Mais sa voix tremblait. « Je parle », ai-je continué, en sortant de ma poche l'une des photographies que Gérard avait laissées dans le coffre. De ceci. C'était une photo d'Antoine sortant d'un casino à 3 heures du matin, clairement ivre, accompagné de 2 hommes qui n'étaient manifestement pas des hommes d'affaires légitimes. Je parle des dettes de jeu. Je parle de l'argent volé à l'entreprise. Je parle du contrat que vous avez déjà signé avec la Chênaie paisible pour me faire interner. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le faux docteur a commencé à reculer vers la porte. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je vais partir. Pas si vite, docteur, ai-je dit, lui barrant le chemin. Combien vous ont-ils payé pour signer de faux documents d'incapacité mentale? L'homme est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de ceci, ai-je dit, en lui montrant une autre photographie, où il apparaissait, recevant une enveloppe d'argent d'Antoine. Mon mari a engagé des détectives privés pendant ces derniers mois. Il a documenté chaque sale coup que vous avez fait. Sophie a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de pure panique. Belle maman, vous ne comprenez pas. Tout ce que nous avons fait a été pour votre bien. Pour mon bien, ai-je répété, sentant une rage me donner une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Voler l'entreprise familiale, c'est pour mon bien? Planifier de fuir le pays avec l'argent, c'est pour mon bien? Antoine a finalement perdu son sang-froid. Assez! Tu es une vieille folle qui ne sait pas ce qu'elle dit. Papa a fait une erreur en te laissant quoi que ce soit. Tu es trop stupide pour gérer l'argent. Voilà, la vérité. Après 45 ans, à faire semblant de m'aimer, il montrait enfin ce qu'il pensait vraiment de moi. Stupide? Ai-je demandé, en sortant mon téléphone et en composant un numéro. Maître Dubois, c'est Élise. Ils sont là, comme vous l'aviez prédit. Oui, j'ai tout enregistré. Antoine a essayé de me reprendre le téléphone, mais cette fois, je n'ai pas reculé. Si tu me touches, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne, ce sera la dernière chose que tu feras en tant qu'homme libre. Que veux-tu dire? A demandé Sophie, la voix brisée. Je veux dire, ai-je répondu, qu'en ce moment même, 3 avocats pénalistes examinent des preuves de fraude, de détournement de fonds et de complot en vue d'un enlèvement. Juste à ce moment, la sonnette a retenti. C'étaient 2 policiers, accompagnés de Maître Dubois. « Madame Renaud ?» a dit l'un des officiers. « Nous avons reçu votre appel d'urgence. » Antoine et Sophie se sont regardés avec une terreur absolue. Le faux docteur a essayé de s'éclipser, mais Maître Dubois l'a arrêté. « Docteur Martin, ou devrais-je dire Monsieur Duval, car vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas ?» L'homme s'est affalé dans un fauteuil. « Ils m'ont payé 5 000 € pour signer des papiers. Je ne savais pas que c'était illégal. 5 000 € pour me déclarer mentalement inapte. » Ai-je demandé. « C'est ce que vaut ma liberté ?» La police a commencé à prendre des dépositions, pendant que Maître Dubois m'expliquait que cela avait été une opération contrôlée depuis la mort de Gérard. « Votre mari a anticipé chaque mouvement, » m'a dit Maître Dubois, alors que les officiers arrêtaient le faux docteur. « Il savait qu'ils essaieraient de vous faire interner rapidement, avant que vous ne puissiez réagir. C'est pourquoi il a préparé toutes ses preuves et ses procédures légales. Antoine et Sophie n'ont pas été arrêtés ce jour-là, mais la police les a avertis qu'ils étaient sous enquête. Quand ils sont finalement partis, ma maison était silencieuse pour la première fois depuis des semaines. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, le même où Gérard et moi regardions la télévision ensemble, et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération. Pour la première fois depuis la mort de mon mari,
Je me sentais vraiment libre. Cette nuit-là, j'ai appelé mes 2 fils. Non pas pour plaider ou pour essayer d'arranger les choses. Je les ai appelés pour leur donner un ultimatum. Vous avez 24 heures pour rembourser chaque centime que vous avez volé aux entreprises familiales. Vous avez 24 heures pour annuler le contrat avec la chaînée paisible. Et vous avez 24 heures pour avouer toute la vérité sur vos dettes et vos problèmes. « Ou quoi ?» a demandé Antoine avec un ton de défi qui ne m'intimidait plus. « Ou demain, à 9 heures du matin, 3 journaux locaux publieront l'histoire complète de vos crimes. Ou je remets toutes les preuves au bureau du procureur. Ou j'utilise les pouvoirs légaux que votre père m'a laissés pour révoquer complètement vos héritages. » Le silence à l'autre bout du fil a confirmé qu'ils comprenaient enfin à qui ils avaient affaire. « Impossible !» a marmonné Mathieu. « Papa nous a tout laissé dans le testament. Tu ne peux pas prendre ce qui est déjà à nous. Tu veux parier ?» ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, ma voix sonnait exactement comme celle de Gérard quand il concluait une affaire difficile. Parce qu'il se trouve que votre père était beaucoup plus intelligent que vous ne le pensiez. Et je suis beaucoup plus forte que vous ne l'imaginiez. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je n'avais pas besoin d'entendre plus de mensonges, plus d'excuses, plus de manipulations. Il était temps pour eux d'apprendre que la femme qu'ils avaient sous-estimée pendant tant d'années avait des griffes acérées quand elle avait besoin de les utiliser. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Antoine et Mathieu se sont présentés à ma porte. Ils ne sont pas venus avec de faux avocats ou des plans d'internement. Ils sont venus la queue entre les jambes, vaincus, implorant la pitié. « Maman !» a dit Antoine. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune condescendance dans sa voix. « Nous devons parler. » Je les ai laissés entrer, mais cette fois, je ne leur ai pas offert de café ni de sourire. Je les ai laissés debout, au milieu du salon pendant que je restais assise dans mon fauteuil, dans la position de pouvoir que j'avais gagnée. « Parlez !» ai-je simplement dit. Mathieu a commencé à pleurer. « Maman, tout a dérapé. La drogue, les dettes, les usuriers. Nous ne savions pas comment arrêter. Et votre solution a été de me voler et de m'enfermer ?» ai-je demandé. Ce n'était pas l'intention de départ, a marmonné Antoine. Au début, nous avions juste besoin d'emprunter de l'argent. Nous pensions que nous pourrions le rembourser avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Mais les choses ont empiré, a continué Mathieu. Le cartel a commencé à nous menacer. Ils ont dit que si nous ne payions pas, ils s'en prendraient à la famille. « Alors, vous avez décidé de me faire du mal en premier, » ai-je répondu. « Vous avez décidé qu'il valait mieux m'enfermer comme un animal que d'affronter les conséquences de vos choix. » Antoine s'est agenouillé devant ma chaise. « Maman, nous sommes tes fils. Nous t'aimons. Nous avons juste fait de terribles erreurs. Vous m'aimez ?» ai-je demandé, sentant toute la rage qui s'était accumulée pendant des mois trouver enfin sa voix. « Vous appelez planifier mon internement de l'amour ? Vous appelez voler l'argent que votre père et moi avons construit ensemble de l'amour ? Vous appelez me traiter comme un déchet à la lecture du testament de l'amour ? » Ils n'ont pas répondu, car il n'y avait pas de réponse possible à ces questions. « Mais je veux que vous sachiez quelque chose, » ai-je continué, me levant lentement et marchant vers la fenêtre. « Votre père vous aimait. Malgré tout ce qu'il a découvert, malgré toutes les preuves qu'il a recueillies contre vous, il vous aimait. C'est pourquoi il vous a laissé une chance de vous racheter. » Je me suis retournée pour leur faire face. « Il vous a laissé 40 millions d'euros, assez pour payer toutes vos dettes et recommencer. Mais il m'a aussi laissé le pouvoir de vous les enlever, si vous prouviez que vous ne le méritiez pas. » Leurs visages ont pâli en comprenant l'ampleur de ce que je disais. « Que veux-tu que nous fassions ?» a demandé Antoine, la voix brisée. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire maternel. C'était le sourire d'une femme qui avait enfin trouvé son pouvoir. « Ce que je veux, » ai-je dit, en marchant lentement autour de mes 2 fils, agenouillés dans mon salon. « C'est que vous compreniez que le jeu a changé. Pendant 69 ans, j'ai été l'épouse obéissante, la mère sacrificielle, la femme invisible qui nettoie les dégâts des autres.
C'est terminé. Je les ai regardés droit dans les yeux, un par un. Antoine, je veux que tu appelles tous tes usuriers maintenant et que tu leur dises qu'ils auront leur argent, mais pas avec l'argent volé à l'entreprise. Ils l'auront de ton propre héritage. Son visage s'est décomposé. Maman, si je fais ça, il ne me restera rien. Les dettes s'élèvent à plus de 3 millions. Exactement, ai-je répondu, sans montrer la moindre compassion. Il te restera exactement ce que tu mérites après avoir volé l'entreprise familiale pendant 3 ans. Mathieu, ai-je continué, me tournant vers mon fils cadet, tu vas entrer dans un centre de désintoxication. Pas un de ces endroits de luxe où les riches vont faire semblant de se soigner. Un vrai centre où ils travailleront avec toi, sérieusement. Maman, je peux arrêter tout seul. Je n'ai pas besoin de désintoxication, a-t-il protesté. Comment as-tu réussi à arrêter de jouer tout seul? Ai-je demandé à Antoine. Comment as-tu réussi à arrêter de voler de l'argent tout seul? Non, mes fils, les toxicomanes ne se rétablissent pas seuls, et vous allez vous rétablir, ou vous allez tout perdre. Mathieu s'est mis à pleurer plus fort. Ils me tueront en désintoxication. Non, ai-je dit en sortant mon téléphone. Ils ne te tueront pas parce que je vais les payer moi-même. Mais chaque euro que je paierai pour tes dettes sera déduit de ton héritage. J'ai composé un numéro que j'avais noté quelques jours plus tôt. Inspecteur Moreau, c'est Élise Renaud. J'ai des informations sur un réseau de trafic de drogue opérant depuis les restaurants de la famille. Mathieu est devenu blanc comme un linge. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » « Je nettoie le gâchis que tu as créé. » Ai-je répondu en parlant au téléphone. « Oui, inspecteur. J'ai des noms, des dates, des photographies, et mon fils est prêt à coopérer en tant que témoin protégé. » J'ai raccroché et j'ai regardé Mathieu. « Tu vas témoigner contre le cartel. Tu vas donner à la police toutes les informations que tu as sur leur opération, et tu vas le faire avant d'entrer en désintoxication. Ils me tueront si je fais ça. » A-t-il marmonné? « Ils te tueront si tu ne paies pas. » Ai-je répondu. « Au moins de cette façon, tu as une chance de vivre et de recommencer. » Antoine a essayé de se lever, mais je l'ai arrêté d'un regard. « Je n'ai pas fini avec toi. » J'ai sorti de mon sac les documents que Maître Dubois m'avait donnés. « Savais-tu que ton père m'a laissé le contrôle de toutes les entreprises familiales? Savais-tu que je peux légalement te licencier maintenant? » La panique a rempli ses yeux. « Maman, cette entreprise, c'est tout ce que je sais faire. C'est ma vie. C'était ta vie. » L'ai-je corrigé. « Jusqu'à ce que tu décides d'en faire ta caisse personnelle. » Je lui ai montré les bilans que l'expert comptable avait préparés. 3 millions d'euros volés en 3 ans. Fausses factures, virements irréguliers, comptes fantômes. Sais-tu ce que c'est? C'est la preuve d'un crime fédéral. Mais il y a un moyen de résoudre cela sans impliquer le bureau du procureur. Ai-je continué, voyant l'espoir s'allumer dans ses yeux. Tu vas signer ta démission en tant que PDG de toutes les entreprises. Tu vas me transférer toutes tes actions et tu vas travailler comme un simple ouvrier, gagnant un salaire de base jusqu'à ce que tu aies remboursé chaque centime que tu as volé. Un ouvrier? A-t-il demandé, incrédule. Tu vas commencer par le bas, comme ton père l'a fait. Tu vas porter des briques, tu vas nettoyer des bureaux, tu vas faire le travail que de vrais ouvriers font tous les jours. Et tu vas apprendre ce que signifie gagner de l'argent honnêtement. L'humiliation sur son visage était évidente. Mais il y avait aussi autre chose. Du respect. Pour la première fois depuis des années, il me voyait comme plus qu'une vieille femme inoffensive. Sophie, qui était restée silencieuse pendant toute la conversation, a finalement parlé. « Belle maman, c'est ridicule. Ils ne peuvent pas accepter ces conditions. Ce sont vos fils. » Je me suis tournée vers elle avec un sourire qui aurait pu glacer le sang. « Ah, vraiment? Et quelles sont vos options, ma chère belle-fille ?» J'ai sorti une autre photographie de mon sac. C'était Sophie, embrassant un jeune homme sur le parking d'un hôtel. Dois-je parler à Antoine de ta liaison avec le professeur de Pilates? Ou préfères-tu le lui dire toi-même? Son visage s'est complètement décomposé. Ou préférez-vous que je lui parle des 50 000 € que vous avez détournés du compte familial
pour vous acheter des vêtements et des bijoux. Antoine a regardé sa femme avec une expression de trahison absolue. « De quoi parle ma mère ? » ?»« Ta femme, » ai-je continué, savourant chaque seconde de son malaise. « Te vole depuis 2 ans, et elle couche avec Marc, le professeur de pilates de la salle de sport, depuis 6 mois. » Sophie a commencé à tout nier, mais j'ai sorti d'autres photographies. Veux-tu que je continue à montrer des preuves ? Ou vas-tu avouer la vérité à ton mari ? Antoine s'est levé lentement, regardant Sophie comme s'il la voyait pour la première fois. « C'est vrai ? » Elle a pleuré, mais elle n'a rien nié de plus. « Pourquoi ? » a-t-il demandé. « Parce que, » ai-je répondu pour elle. Elle pensait que lorsque tu hériterais, elle aurait accès à des millions d'euros. Elle prévoyait de rester avec toi jusqu'à ce qu'elle ait assez d'argent pour divorcer et prendre la moitié. « Ça ne peut pas arriver » a marmonné Antoine, se tenant la tête entre les mains. « Oh, mais ça arrive » ai-je dit, me sentant plus puissante que je ne l'avais été depuis des décennies. Et nous ne faisons que commencer. J'ai sorti le dernier document de mon sac. C'est un accord de divorce que mon avocat a préparé. Sophie va le signer maintenant sans demander un seul centime dans le partage des biens. Car si elle ne le signe pas, toutes ces photographies apparaîtront dans le journal demain avec les preuves de son vol. « Vous ne pouvez pas me forcer à signer quoi que ce soit, » a dit Sophie. Mais sa voix tremblait. « Je ne peux pas ?» ai-je demandé en composant un autre numéro sur mon téléphone. « Bonjour Marc, c'est la belle-mère de Sophie. »« Oui, j'ai des photographies très intéressantes que je pense que votre femme voudrait voir. » Sophie s'est jetée sur moi, essayant d'attraper le téléphone. « Arrêtez! Il est marié! Sa femme ne sait rien. »« Exactement, » ai-je dit en m'éloignant d'elle. « Et à moins que tu ne signes ce divorce immédiatement, elle va tout savoir. » J'ai raccroché et je lui ai tendu un stylo. « Tu as 30 secondes pour décider. » Jessica a signé le document avec des mains tremblantes, pleurant de manière inconsolable. Antoine la regardait comme si elle était une étrangère. « Très bien, » ai-je dit, en rangeant le document signé. « Maintenant, sors de ma maison et ne reviens jamais. Si je te vois près de cette famille à nouveau, je mettrai ma menace à exécution d'appeler la femme de Marc. » Sophie est sortie en courant, sans un autre mot. Je suis restée seule avec mes 2 fils vaincus, assis sur le sol de mon salon comme des enfants punis. « Comprenez-vous maintenant ?» leur ai-je demandé. « Comprenez-vous maintenant que je ne suis pas la vieille femme sans défense que vous pensiez que j'étais ?» Mathieu a hoché la tête, toujours en pleurant. « Maman, pourras-tu un jour nous pardonner ?» Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. « Cela dépend de vous. Si vous faites tout ce que j'ai demandé, si vous vous soignez vraiment, si vous apprenez à être des hommes d'honneur comme votre père l'était, peut-être. Mais cela prendra des années. Et vous devrez gagner mon pardon chaque jour. » Antoine a finalement levé la tête. « Vas-tu prendre tout notre héritage ?»« Non, » ai-je répondu, et j'ai vu du soulagement dans ses yeux. « Je vais vous laisser une chance de le mériter. Mais vous allez travailler pour chaque euro. Vous allez prouver que vous méritez le nom que vous portez. »« Et si nous ne pouvons pas le faire ?» a demandé Mathieu. « Et si nous sommes trop faibles pour changer ?» Je l'ai regardé avec un mélange de tristesse et de détermination. « Alors vous raterez la chance de connaître la mère que vous avez toujours eue, mais que vous n'avez jamais pris la peine de voir. » Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, leur tournant le dos. « Votre père m'a laissé 250 millions d'euros, mes fils. Assez d'argent pour vivre comme une reine jusqu'à ma mort. Assez d'argent pour aider des milliers de personnes qui en ont vraiment besoin. Vous déciderez si vous voulez faire partie de cette histoire ou si vous resterez à l'extérieur, regardant ce que vous auriez pu avoir. » Quand je me suis retournée, ils n'étaient plus dans mon salon. Ils étaient là partis en silence, comprenant enfin que le pouvoir avait changé de main pour de bon. Les jours suivants ont été les plus calmes que j'ai connus depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort de Gérard, ma maison me semblait vraiment la mienne. Il n'y avait pas de fils manipulateurs se présentant à l'improviste. Pas de belle-fille venimeuse faisant des remarques désobligeantes. Pas de faux docteurs essayant de me déclarer inapte.
Juste moi, mon café du matin, et le sentiment étrange mais libérateur d'avoir un contrôle total sur ma vie. Antoine a tenu parole, appelant tous ses usuriers et leur disant qu'il recevrait leur argent de son propre héritage. Mathieu est entré volontairement dans un centre de désintoxication en périphérie de la ville. Et Sophie avait complètement disparu, probablement terrée dans un hôtel pendant qu'elle cherchait comment reconstruire sa vie après que son plan parfait a implosé. Mais je savais que ce n'était que le début. Pendant 45 ans, j'avais été l'épouse qui soutenait dans l'ombre. Il était maintenant temps de découvrir qui était Élise en tant que personne indépendante, en tant que femme de pouvoir, en tant qu'héritière d'un empire de 250 millions d'euros. La première décision que j'ai prise a été de visiter toutes les entreprises que je contrôlais maintenant. Je voulais rencontrer les employés qui avaient travaillé pour Gérard pendant des années. Je voulais comprendre exactement ce que mon mari avait construit et comment je pouvais l'améliorer. Le premier arrêt a été la principale entreprise de construction, où Antoine avait été PDG jusqu'à une semaine auparavant. Quand je suis arrivée dans les bureaux, vêtue d'un tailleur gris que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, tous les employés m'ont regardée avec curiosité. Ils savaient que j'étais la veuve du patron, mais ils ne m'avaient jamais vue dans un contexte professionnel. « Bonjour », ai-je dit aux 30 employés réunis dans la salle de conférence. « Je suis Élise Renaud, et à partir de maintenant, je suis la propriétaire et la PDG de cette entreprise. » Un murmure de surprise a parcouru la pièce. Je sais que certains d'entre vous sont préoccupés par les récents changements. Je sais que vous avez entendu des rumeurs sur des difficultés financières. Je veux que vous sachiez que ces problèmes ont été résolus et que cette entreprise continuera à fonctionner selon de nouvelles politiques de transparence et d'honnêteté. Un homme plus âgé que j'ai reconnu comme étant François, le chef de chantier, a levé la main. « Madame Renaud, avec tout le respect que je vous dois, avez-vous de l'expérience dans la gestion d'une entreprise de construction ?» C'était une question juste, et j'avais préparé la réponse pendant des jours. « François, ai-je répondu. Pendant 45 ans, je me suis assise à la table de la cuisine avec Gérard chaque soir, pendant qu'il me parlait de chaque projet, de chaque problème, de chaque décision importante. Pendant 45 ans, j'ai examiné des contrats, écouté des appels téléphoniques, participé à des stratégies commerciales. La différence est que maintenant, au lieu de conseiller dans l'ombre, je dirigerai de front. Plusieurs employés ont hoché la tête en signe d'approbation. Ils avaient vu mon dévouement à la famille pendant des décennies. Mais il y aura des changements qui seront mis en œuvre immédiatement. Ai-je continué. Premièrement, nous allons mener un audit complet de toutes les finances des 3 dernières années. Je veux savoir exactement où chaque euro est allé. J'ai vu certains comptables échanger des regards nerveux. Ils connaissaient probablement les irrégularités d'Antoine, mais étaient restés silencieux par peur. Deuxièmement, nous mettrons en place un système de primes basé sur la productivité réelle, et non sur le favoritisme. Troisièmement, tout employé qui a des informations sur des activités irrégulières passées peut venir me parler en privé sans conséquence pour m'aider à assainir cette entreprise. J'ai levé la main pour arrêter les murmures. Et quatrièmement, le salaire minimum dans cette entreprise augmentera de 30% avec effet immédiat. Le silence qui a suivi était absolu. Puis, lentement, les applaudissements ont commencé. Ces travailleurs avaient vu Antoine dépenser de l'argent en voitures de luxe et en voyages coûteux, pendant qu'il luttait pour joindre les deux bouts. Maintenant, ils avaient une patronne qui comprenait ce que signifiait travailler dur pour chaque euro. Au cours des heures suivantes, plusieurs employés sont venus dans mon bureau temporaire avec des informations sur les irrégularités financières. Ils ont confirmé tout ce que je savais déjà et ont ajouté des détails qui ont fait bouillir mon sang. Antoine n'avait pas seulement volé pour couvrir des dettes de jeu. Il avait également surfacturé des clients et gardé la différence. Il avait vendu des matériaux de construction de haute qualité et en avait acheté de bas de gamme, empochant la différence et compromettant la sécurité des projets. Cet après-midi-là, j'ai visité les restaurants qui avaient été l'héritage de Mathieu. La situation y était encore pire. Les gérants ont confirmé que depuis des mois,
Il subissait des pressions pour accepter des clients spéciaux qui payaient en espèces et ne voulaient pas de reçu. Le blanchiment d'argent avait été si flagrant que plusieurs employés avaient envisagé de démissionner plutôt que d'être complices. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» leur ai-je demandé. « Madame Renaud, » a répondu Hélène, la gérante du restaurant principal. « Monsieur Mathieu nous a dit que si nous parlions à quelqu'un des clients spéciaux, nous perdrions notre emploi. Certains d'entre nous ont des familles à nourrir. » La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était volcanique. Mes fils n'avaient pas seulement volé de l'argent, ils avaient intimidé des travailleurs honnêtes pour en faire des complices de leurs crimes. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de beau lors de ces visites. J'ai découvert que les employés de Gérard étaient des gens travailleurs et honnêtes qui avaient véritablement respecté mon mari et étaient prêts à respecter mon leadership si je me montrais juste. J'ai découvert que j'avais des instincts commerciaux naturels que j'avais développés pendant des décennies sans m'en rendre compte. J'ai découvert que lorsque je parlais avec une réelle autorité basée sur la connaissance et l'expérience, les gens écoutaient. Et j'ai découvert quelque chose de plus important, que j'aimais avoir le pouvoir. J'aimais prendre des décisions. J'aimais être la patronne au lieu de l'épouse invisible. Cette nuit-là, assise dans mon bureau avec un verre de vin et les bilans de l'entreprise étalés sur le bureau, j'ai appelé Maître Dubois. « Comment vont les enquêtes criminelles ?» ai-je demandé. « Très bien », a-t-il répondu. « Mathieu coopère pleinement avec la police depuis le centre de désintoxication. Son témoignage va démanteler tout le réseau de trafic de drogue qui opérait dans les restaurants. Ce sera une affaire majeure. Et Antoine ? Antoine respecte les paiements à ses usuriers. Il a commencé à travailler comme ouvrier sur l'un de ses propres chantiers. Les employés, disons simplement qu'ils apprécient de le voir porter des briques sous le soleil. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. La justice poétique avait un goût sucré. Mais il y a autre chose dont je dois discuter avec vous, ai-je continué. Je veux créer une fondation caritative. Je veux utiliser une partie de ces 250 millions d'euros pour aider les femmes âgées qui sont dans des situations vulnérables. Maître Dubois est resté silencieux un moment. Des femmes comme vous l'auriez été si Gérard ne vous avait pas protégé. Exactement, ai-je répondu. Des femmes que leurs enfants abandonnent ou maltraitent. Des femmes qui n'ont pas de ressources pour se défendre. Des femmes que la société considère comme invisibles simplement parce qu'elles sont plus âgées. C'est une belle idée, Élise. Votre mari serait fier. Je l'espère, ai-je murmuré, en touchant la photographie de Gérard que j'avais sur mon bureau. Les jours ont passé, et lentement, j'ai commencé à reconstruire non seulement les entreprises, mais aussi ma relation avec mes fils. Antoine venait me rendre visite chaque dimanche, après sa semaine de travail physique. Il était plus mince, plus humble, mais aussi plus réel qu'il ne l'avait été depuis des années. « Maman, » a-t-il dit un dimanche, « je veux que tu saches que pour la première fois, je comprends ce que papa ressentait quand il a construit tout ça. Le travail honnête a un goût différent. Mathieu m'appelait du centre de désintoxication 2 fois par semaine. Ces conversations étaient douloureuses, mais honnêtes. J'apprends à vivre sans me mentir à moi-même, m'a-t-il dit lors d'un appel. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Allait-il obtenir mon pardon complet? Je ne le savais pas. Allait-il un jour récupérer leur héritage complet? Cela dépendait d'eux. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas définie par le fait d'être la mère ou l'épouse de quelqu'un. J'étais Élise, une femme d'affaires, une philanthrope, une femme puissante à part entière. Et cette femme avait de grands projets pour l'avenir. Des projets qui allaient bien au-delà de la vengeance. Des projets qui allaient changer des vies, y compris la mienne. Gérard m'avait donné les outils pour me défendre. Mais j'avais choisi de les utiliser pour quelque chose de plus grand. Pour devenir la femme que j'avais toujours eu le potentiel d'être, mais que je n'avais jamais eu la chance de découvrir. 6 mois après cette lecture de testament qui a changé ma vie pour toujours, je me suis retrouvée debout devant le miroir de ma chambre,
me préparant pour l'événement le plus important depuis la mort de Gérard. Ce soir-là avait lieu le lancement de la fondation Gérard et Élise Renault pour les femmes âgées vulnérables. Je portais une robe dorée que j'avais choisie spécialement pour l'occasion, non pas parce qu'elle était la plus chère, mais parce que c'était la couleur de la force, la couleur du pouvoir que j'avais découvert en moi. En mettant les boucles d'oreilles que Gérard m'avait offertes pour notre 20e anniversaire, j'ai pensé à tout ce qui avait changé depuis cette nuit où j'ai ouvert l'enveloppe poussiéreuse que mes fils avaient été méprisés. La fondation avait déjà aidé plus de 200 femmes âgées au cours de ses premiers mois de fonctionnement. Des femmes comme Rose, 73 ans, dont les enfants avaient vidé son compte en banque et l'avaient laissé vivre dans des conditions déplorables. Comme Carmen, 68 ans, qui avait été victime de violences domestiques pendant des décennies et avait enfin trouvé le courage de s'échapper. Comme Patricia, 75 ans, dont la famille avait essayé de la déclarer mentalement inapte pour lui voler sa pension. Chaque histoire que j'entendais me rappelait à quel point j'étais passée près de devenir l'une de ces victimes. Et chaque femme que nous aidions confirmait que j'avais pris les bonnes décisions. Le téléphone a sonné alors que je finissais de me préparer. C'était Antoine. Au cours de ces 6 mois, nos conversations avaient lentement évolué, de l'hostilité à quelque chose qui ressemblait à un respect mutuel. « Maman », a-t-il dit, et sa voix semblait différente, plus mature. « Je voulais te souhaiter bonne chance pour le lancement ce soir. »« Merci », ai-je répondu, surprise par la sincérité de son ton. « Comment ça se passe sur le chantier ?»« Bien », a-t-il répondu. « Nous avons terminé le projet de logements sociaux que tu as proposé aujourd'hui. En voyant les familles emménager dans leur nouvelle maison, je comprends pourquoi papa aimait ce métier. C'était vrai. J'avais transformé une partie de l'entreprise de construction en un projet de logement à bas prix. C'était rentable, mais cela avait aussi un but social qui me remplissait le cœur. « Maman », a continué Antoine, « je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais puis-je venir au lancement ce soir ?» La question m'a prise par surprise. Pendant des mois, j'avais tenu mes fils à l'écart de mes nouveaux projets. Non pas par punition, mais parce que j'avais besoin d'espace pour découvrir qui j'étais sans eux. « Pourquoi veux-tu venir ?» ai-je demandé. « Parce que, » a-t-il dit, et j'ai entendu une véritable émotion dans sa voix. « Je suis fière de toi, parce que je veux que les gens sachent que je suis ton fils, parce que pendant 35 ans, je pensais que tu n'étais que ma mère, et maintenant, je réalise que tu es Élise Renault, une femme extraordinaire qui se trouve être ma mère. » Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'étaient les mots que j'avais attendus pendant des décennies. « Tu peux venir, » ai-je finalement dit. « Mais tu viendras en tant qu'invité, pas en tant que famille privilégiée. Tu t'assiéras avec tout le monde, et tu écouteras ce que j'ai construit sans votre aide. »« Compris, » a-t-il répondu. « Et Mathieu sort de désintoxication la semaine prochaine. S'il reste sobre, s'il continue à coopérer avec la police, s'il prouve qu'il a vraiment changé, alors nous pourrons parler de son avenir dans la famille. » J'ai raccroché le téléphone, ressentant un étrange mélange d'espoir et de prudence. Mes fils changeaient, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aveuglément aux promesses. Cette fois, ils devraient approuver leur transformation par des actes, pas par des mots. L'événement de lancement a eu lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel le plus élégant de la ville. Plus de 300 personnes étaient revenues. Des chefs d'entreprise, des politiciens, des travailleurs sociaux et surtout des femmes âgées qui avaient trouvé une seconde chance grâce à notre fondation. En marchant parmi les invités, les saluant et les remerciant de leur soutien, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. C'étaient mes gens maintenant. Pas la famille qui m'avait trahi, mais la communauté que j'avais choisi de construire. La communauté de personnes qui croyaient aux secondes chances et à la dignité des femmes âgées. Maître Dubois s'est approché de moi avec un immense sourire. « Élise, c'est incroyable! Je n'ai jamais vu une réponse aussi positive pour une nouvelle fondation. C'est parce que le besoin était réel, » ai-je répondu. Pendant des décennies, nous, les femmes âgées,
avons été invisibles pour la société. Il était temps que quelqu'un nous voie. À ce moment, j'ai vu Antoine entrer dans la salle de bal. Il portait un costume simple, rien de luxueux, et il marchait avec une humilité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Plusieurs invités l'ont reconnu, et je pouvais voir la curiosité sur leur visage quant à la raison pour laquelle le fils, qui avait été déshérité, était présent à l'événement de sa mère. Antoine n'a pas essayé de s'approcher de moi ou de réclamer une quelconque attention. Il s'est simplement assis à une table au fond et a attendu. Quand est venu le moment de mon discours inaugural, je suis montée sur le podium, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Devant moi se trouvaient 300 personnes qui étaient venues soutenir ma vision. Derrière moi se trouvait la photographie géante de Gérard et moi, le jour de notre mariage, me rappelant où ce voyage avait commencé. « Bonsoir », ai-je commencé, et ma voix sonnait plus forte que je ne l'avais prévu. Il y a 7 mois, j'étais une veuve de 69 ans qui pensait que sa vie s'était terminée avec la mort de son mari. Je pensais que mon rôle dans le monde avait été réduit à être la mère invisible de 2 fils adultes et la grand-mère qui attendait des visites occasionnelles. Mais, ai-je continué, sentant la confiance grandir dans ma poitrine, j'ai découvert que la vie peut commencer à tout âge si nous avons le courage de prendre les décisions difficiles. J'ai découvert qu'être âgé ne signifie pas être invisible. J'ai découvert que avoir 69 ans ne me disqualifie pas pour commencer une nouvelle carrière, une nouvelle mission, une nouvelle version de moi-même. Les applaudissements ont commencé lentement et se sont transformés en une ovation debout. J'ai vu des larmes dans les yeux de nombreuses femmes âgées dans le public. Elles savaient exactement de quoi je parlais, parce qu'elles avaient vécu la même invisibilité, la même sous-estimation. Cette fondation, ai-je continué lorsque les applaudissements se sont calmés, existe parce que toutes les femmes, quel que soit leur âge, méritent la dignité, le respect et l'opportunité. Elle existe parce qu'aucune femme ne devrait se sentir invisible ou jetable simplement parce que la société a décidé que sa valeur diminue avec les années. J'ai cherché Antoine dans la foule. Il pleurait ouvertement, avec un regard de fierté et de regret mêlés sur son visage. Cette fondation existe aussi parce que j'ai appris que le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne. C'est quelque chose qui se mérite. Et que les secondes chances sont puissantes, mais seulement lorsqu'elles sont accompagnées d'un réel changement. J'ai terminé mon discours en racontant l'histoire d'une femme âgée qui était venue à notre fondation la semaine dernière. Ses enfants avaient vendu sa maison pendant qu'elle était à l'hôpital et avaient partagé l'argent. À sa sortie, elle n'avait nulle part où vivre, et ses propres enfants lui ont dit de se débrouiller seule. Cette femme, ai-je dit, a maintenant un appartement décent, un soutien juridique pour récupérer ce qui lui a été volé, et un emploi à temps partiel dans notre fondation pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Parce qu'il s'avère qu'à 72 ans, elle avait encore beaucoup à offrir au monde. Elle avait juste besoin que quelqu'un la remarque. Quand je suis descendue du podium, l'ovation a duré près de 5 minutes. L'une après l'autre, des femmes sont venues me serrer dans leurs bras, me raconter leurs histoires, me remercier de leur avoir donné une voix. Mais le moment le plus émouvant est venu quand Antoine s'est approché timidement, à la fin de la soirée. « Maman », a-t-il dit, les larmes encore fraîches sur ses joues. « Je veux m'excuser. Pas seulement pour l'argent, pas seulement pour le plan de te faire interner. Je veux m'excuser de ne pas t'avoir vu pendant 35 ans, de t'avoir traité comme si tu n'étais que ma mère au lieu d'Élise Renaud, cette femme incroyable qui était toujours là, mais que j'étais trop aveugle pour reconnaître. » Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. « Antoine, » ai-je finalement dit, « le pardon se gagne avec le temps et les actions. Mais le respect, tu l'as déjà gagné. Tu es venu ici ce soir sans attendre de privilèges. Tu t'es assis au fond, sans exiger d'attention. Tu as pleuré de fierté pour mes réalisations, au lieu de ressentiment pour ta situation. Cela me dit que peut-être, juste peut-être, tu commences à devenir l'homme que ton père a toujours espéré que tu serais. » Pour la première fois en 7 mois, je l'ai serré dans mes bras.
Non pas comme la mère qui pardonne automatiquement, mais comme la femme forte qui reconnaît une croissance authentique chez une autre personne. 1 an après ce jour infâme dans le bureau de Maître Leblanc, je me retrouve assise dans le jardin de ma maison. La même maison que mes fils voulaient autrefois vendre pour m'enfermer dans une maison de retraite. Mais tout a changé. Le jardin est plus beau que jamais, car j'ai maintenant le temps de m'en occuper moi-même. Les entreprises fonctionnent mieux que lorsque Gérard était en vie, car j'ai appris que diriger avec le cœur et la tête produit de meilleurs résultats que de diriger avec l'ambition seule. Et ma famille? Eh bien, ma famille est devenue quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Une vraie famille basée sur le respect mutuel, au lieu de fausses obligations. Mathieu est sorti de désintoxication il y a 6 mois et est sobre depuis. Ce n'était pas facile. Il y a eu des rechutes, des nuits de crise, des moments où j'ai cru l'avoir perdu pour de bon. Mais quelque chose a changé lorsqu'il a témoigné contre les trafiquants de drogue qui le faisaient chanter. Voir ces criminels aller en prison à cause de son témoignage lui a donné un but que la drogue n'aurait jamais pu lui donner. Il travaille maintenant à la fondation et dans d'autres toxicomanes en voie de guérison. Son salaire est modeste par rapport à ce qu'il avait l'habitude d'avoir, mais il me dit que c'est le premier argent qu'il a gagné dont il se sent vraiment fier. « Maman, m'a-t-il dit la semaine dernière, je n'aurais jamais pensé qu'aider les autres pourrait combler le vide que j'essayais de combler avec la cocaïne. » Antoine a également changé, bien que son chemin ait été différent. Après 1 an à travailler comme ouvrier sur ses propres chantiers, je l'ai promu superviseur, non par favoritisme, mais parce que les autres travailleurs respectaient sa transformation. Il avait appris ce que signifie gagner chaque euro à la sueur de son front. Il avait appris les noms de tous les employés, leurs histoires de famille, leurs vrais besoins. C'est étrange, m'a-t-il dit il y a quelques jours, alors que nous prenions un café dans ma cuisine. Mais j'ai l'impression que je ne comprends que maintenant ce que papa a construit. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une communauté de personnes qui dépendaient de nous pour nourrir leur famille. Il avait divorcé de Sophie, qui avait disparu de nos vies aussi rapidement qu'elle y était apparue. Nous ne savions pas où elle était, et nous ne nous en soucions pas. Mais le plus grand changement n'était pas chez mes fils, c'était en moi. Pendant 70 ans, j'avais défini ma valeur à travers mes relations avec les autres, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que mère. Je n'avais jamais existé simplement en tant qu'Élise. Maintenant, quand je me réveille chaque matin, je ne suis pas la veuve de Gérard ou la mère d'Antoine et Mathieu. Je suis la PDG de 4 entreprises florissantes. Je suis la fondatrice d'une organisation qui a aidé plus de 500 femmes âgées à retrouver leur dignité. Je suis une femme de 70 ans qui vit la décennie la plus excitante et la plus productive de sa vie. Je suis quelqu'un qui prend des décisions importantes, qui influence la vie de milliers de personnes, qui construit des héritages qui dureront des générations. La fondation s'est développée au-delà de mes rêves les plus fous. Nous avons maintenant 3 refuges pour les femmes âgées, victimes de violences familiales, un programme d'aide juridique gratuite, un centre de formation professionnelle qui enseigne de nouvelles compétences aux femmes qui pensaient que leur carrière était terminée, et un programme de microcrédit qui aide les entrepreneurs seniors à démarrer de petites entreprises. La semaine dernière, une femme de 65 ans qui était au chômage depuis 2 ans a ouvert sa propre boulangerie avec l'un de nos microcrédits. Lorsqu'elle a coupé le ruban lors de l'inauguration, elle pleurait de joie parce qu'elle se sentait enfin utile, précieuse et capable à nouveau. Mais peut-être que le projet dont je suis le plus fière est le programme de mentorat des grands-mères. Nous mettons en relation des femmes âgées ayant une expérience des affaires avec de jeunes femmes entrepreneurs qui ont besoin de conseils. Il s'avère que des décennies d'expérience de vie, d'avoir navigué dans des crises familiales et financières, d'avoir élevé des familles et soutenu des maris dans la construction d'entreprises, font de nous des mentors exceptionnels. Les jeunes femmes ont plus besoin de nous que nous ne le pensions,
et nous avons plus à offrir que la société ne l'avait jamais reconnu. C'est beau de voir comment la sagesse d'une génération devient le tremplin pour le succès de la suivante. Maître Dubois m'a rendu visite hier pour discuter des documents juridiques pour une nouvelle expansion de la fondation. « Élise, a-t-il dit alors que nous examinions les contrats, aviez-vous un jour imaginé que vous deviendriez tout cela ? Jamais, ai-je répondu honnêtement. Pendant 45 ans, je pensais que mon destin était d'être invisible, que mon rôle était de soutenir les rêves des autres sans en avoir moi-même. Et maintenant ? A-t-il demandé. Maintenant, ai-je dit, en regardant par la fenêtre le jardin où Gérard et moi nous promenions ensemble. Maintenant, je comprends qu'il ne m'a pas seulement laissé de l'argent dans cette enveloppe poussiéreuse. Il m'a laissé la permission de devenir qui j'aurais toujours pu être, mais que je n'ai jamais osé être. Cet après-midi, j'ai une réunion avec le maire. Il veut que la fondation s'associe au gouvernement de la ville pour créer un programme pilote qui pourrait être étendu au niveau national. Des programmes de logement assisté qui respectent l'indépendance des femmes âgées. Des centres de jour où elles peuvent socialiser et rester actives sans se sentir comme un fardeau pour leur famille. Des politiques publiques qui reconnaissent que les femmes âgées sont une ressource sociale précieuse, pas un problème à cacher. L'idée d'influencer des politiques qui affecteront des milliers de femmes à travers le pays m'excite plus que tout héritage que j'aurais pu recevoir. Mes fils viennent déjeuner avec moi tous les dimanches. Non par obligation, mais parce qu'ils apprécient sincèrement ma compagnie. Nos conversations ont évolué des excuses et du ressentiment à de véritables débats sur les affaires, sur la vie, sur l'avenir. Antoine me consulte sur les décisions importantes de l'entreprise de construction. Mathieu me parle des cas difficiles qu'il traite à la fondation. Il me demande conseil, non pas parce que je suis leur mère, mais parce qu'il respecte mon jugement en tant que femme d'affaires et en tant que personne. C'est la relation familiale que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais su comment construire quand nous étions plus jeunes. Les ai-je complètement pardonnés ? C'est une question que je me pose souvent. Le pardon, j'ai découvert, n'est pas un événement, mais un processus. Chaque jour que je vois Antoine traiter ses employés avec un respect sincère, je pardonne un peu plus son arrogance passée. Chaque jour que je vois Mathieu aider un autre toxicomane en voie de guérison, je pardonne un peu plus sa trahison. Mais plus important que de leur pardonner, j'ai appris à me pardonner à moi-même. À me pardonner d'avoir été invisible pendant tant d'années. À me pardonner d'avoir accepté des miettes émotionnelles quand je méritais des banquets d'amour et de respect. L'enveloppe poussiéreuse que j'ai reçue ce jour-là dans le bureau de Maître Leblanc est posée sur mon bureau, alors que j'écris ces réflexions dans mon journal. Elle ne contient plus seulement le numéro de compte bancaire qui a changé ma vie. Maintenant, elle contient des lettres de femmes que nous avons aidées, des photographies d'inauguration de projets, des coupures de journaux sur les réalisations de la Fondation. Elle est devenue un symbole de transformation, de seconde chance, de la beauté qui peut naître des cendres de l'humiliation. Chaque fois que je la regarde, elle me rappelle que les fins peuvent être des débuts, que les crises peuvent être des opportunités, et qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous êtes destiné à être. Si je pouvais remonter le temps et parler à l'Élise qui est sortie de ce bureau en pleurant il y a 1 an, je lui dirais « Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Célèbre ce que tu es sur le point de gagner. Ne te lamente pas sur les fils qui t'ont trahi. Prépare-toi à rencontrer les hommes qu'ils vont devenir. Ne t'accroche pas à la femme invisible que tu étais. Libère-toi pour devenir la femme puissante que tu as toujours eue en toi. » Je lui dirai que la douleur qu'elle ressent en ce moment est la douleur de l'accouchement d'une nouvelle vie, et que cette nouvelle vie sera plus belle, plus significative et plus puissante qu'elle n'a jamais osé le rêver. Et à vous, chers auditeurs, qui avez écouté mon histoire jusqu'au bout, je demande « Combien de fois dans votre vie avez-vous accepté d'être invisible alors que vous méritiez d'être vu? Combien de fois avez-vous accepté des miettes alors que vous méritiez des banquets? Combien de fois avez-vous laissé les autres définir votre valeur au lieu de découvrir votre propre pouvoir? Mon histoire n'est pas seulement celle d'un héritage inattendu
ou d'une famille dysfonctionnelle. C'est celle du moment où nous décidons d'arrêter de survivre et de commencer à vivre vraiment. C'est celle du moment où nous réalisons qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de notre vie. Parce qu'il s'avère que les meilleures années de notre vie peuvent être devant nous, pas derrière nous, si nous avons le courage de revendiquer notre pouvoir et de l'utiliser pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes.